Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazine. Alors, bienvenue à notre 29e balado des femmes comme vous. Bonjour Vicky. Hey, bonjour Carole, on dirait que tu as un petit pépin dans ta voix. Oui, un petit pépin dans ton nez. Ça, j'ai une voix plus rauque. Oui. Hein? Alors, vous allez m'excuser, hein? J'ai un petit rhume qui perdure. Alors, c'est la saison. Oui, c'est ça. Il doit être confortable parce qu'il s'installe puis il s'en va pas. Il reste là. Alors, aujourd'hui, oui. hein, on promet à nos auditeurs et téléspectateurs un balado instructif où nous allons parler d'argent. Donc, sujet infiniment sensible et rébarbatif pour certains, mais combien important. Eh oui. Alors, ne perdons pas plus de temps, justement, parce qu'on dit, hein, l'adage dit que le temps, c'est de l'argent. Alors, entrons vite dans le vif du sujet. Et car je sens justement que nous allons manquer de temps, surtout oui, si j'annonce mon intro comme ça. Et parce qu'on a beaucoup, évidemment, d'éléments à couvrir sur le sujet. Et on va accueillir sans plus tarder notre invitée d'aujourd'hui, Maya Tchetchelnitsky. C'est bien ça? Oui, c'est très bien. OK, première étape de réaliser. C'est mélodieux comme nom. Oui. Alors, bonjour Maya. Bonjour, puis merci beaucoup de m'accueillir à votre émission. Je suis très heureuse d'être ici. Bien, c'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors, Maya, quand même, tu as une bonne feuille de route. Hein? Oui. Tu es titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, oui. D'une maîtrise en administration des affaires, communément appelée MBA, oui. D'un certificat en finance et tu as 6 années d'expérience dans le secteur bancaire. Oui. Tu offres également des services comme conseillère en sécurité financière et comme représentante en épargne collective pour une clientèle partout au Québec. Hein? Tu fais ça depuis plusieurs années, depuis 2015, je crois. Oui, je suis dans ma 10e année. Oui, quand exactement. même. Hein? Oui. Alors, grâce à ton expertise en assurance et en investissement, tu peux également conseiller les clients aussi sur certains aspects fiscaux et juridiques. Donc, quelqu'un qui te contacte ou que tu reçois, tu peux quand même regarder un éventail de choses liées à la gestion financière. Exactement. On va faire le tour 360 de bon, toutes ces affaires. Bon, c'est super. C'est ce qu'on veut. Alors, ben c'est ça. Comme je t'ai introduite, tu es conseillère en sécurité financière puis représentante en épargne collective. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement là, en quoi ça consiste, ce titre-là? Parce que ça peut paraître peut-être... Oui, exactement. Il y a beaucoup d'incompréhension au niveau des titres. Le titre de conseillère en sécurité financière, c'est vraiment un titre officiel qui est reconnu par l'AMF. Donc, moi, je suis accréditée à l'AMF. J'ai passé des examens et j'ai obtenu mon permis d'offrir ces services-là, qui sont les services de tout ce qui est assurance de personnes, donc assurance vie, invalidité, maladie grave, et aussi les placements en fonds distincts. J'offre aussi les placements en fonds communs ou fonds mutuels, là, comme des fois on les appelle, ça vient de l'anglais mutual funds. Ça, c'est mon titre de représentante en épargne collective. OK. Donc, c'est sûr que des fois, les gens ils vont utiliser le titre de conseiller financier. Ce n'est pas un titre qui est reconnu en tant que tel. Puis, les conseillers en sécurité financière vont être affiliés avec les compagnies d'assurance. Ce ne sont pas les gens qui travaillent pour des banques, d'autres institutions financières. C'est vraiment des gens qui vont travailler en affiliation avec les compagnies d'assurance, les bureaux de courtage en assurance. Donc, si je comprends bien, tu peux parler autant d'assurance que de placement. Exactement. Donc, c'est sûr que dans le temps, c'était des tâches séparées, mais aujourd'hui, on veut vraiment offrir un service 360, comme je disais, donc vraiment regarder tout le portrait du client, autant ses assurances que ses placements, pour vraiment donner un service complet. Donc, ça, c'est au niveau des services, au niveau des produits, pardon, mais c'est sûr que quand je rencontre un client, je vais regarder plein d'autres aspects qui ne sont pas des produits que j'offre, mais je vais regarder, je peux regarder son endettement, je peux regarder aussi les aspects légaux comme les testaments, mandats d'inaptitude. Je vais donner des conseils là-dessus. Donc, je vais donner une panoplie de conseils. Je peux référer à d'autres professionnels. C'est gratuit. C'est inclus. C'est inclus dans mes services. Mais ce sur quoi je fais mon argent, parce que je suis payée à commission sur les produits que les gens vont prendre avec moi, c'est vraiment les assurances et le placement. OK. Parce qu'il n'y a pas de coût sinon, il n'y a pas de coût pour une consultation. Non, c'est ça, exactement. Alors, il y a une commission qui est perçue à même. Exactement. Les conseillers en sécurité financière, on n'a pas le droit de charger des forfaits ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on fait une commission sur les produits que les clients vont souscrire avec nous, qui sont les assurances et le placement.
Tu as parlé brièvement au départ, là, l'AMF. Tu parles de l'Autorité des marchés financiers, je présume? Oui, c'est ça. L'AMF, c'est l'Autorité des marchés financiers. Okay. Donc, si vous voulez vérifier si une personne est vraiment conseillée en sécurité financière, vous pouvez aller sur le site. En fait, c'est de la Chambre de la sécurité financière. Et il y a un registre. Puis, en mettant le nom de la personne, ça va sortir si cette personne-là est inscrite au registre des conseillers en sécurité financière. Ça signifie... Oh, excuse-moi. Ça signifie finalement que la personne, elle a passé des examens, qu'elle a une certaine formation. Qu'elle est qualifiée, qu'elle est certifiée pour offrir ces produits-là. Parce que c'est la responsabilité du client de vérifier si la personne qui vient les voir a bien le permis pour proposer les produits qu'elle propose. C'est vraiment la responsabilité du client. Ça, c'est très peu connu, mais c'est vraiment la responsabilité du client. C'est la première chose, donc, à vérifier. Mais il y a deux aspects, parce qu'on peut vérifier cela, mais ça ne garantit pas nécessairement... le savoir-être ou l'aspect conseil, etc. Donc, l'aspect professionnel, je dirais. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Peut-être que je pense que tu es bien placée, mais qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens pour dire justement sur quoi on pourrait baser cette analyse-là avant d'appeler quelqu'un et de dire OK, parce que c'est quand même des données sensibles. C'est toujours c'est sensible de partager qu'est-ce qu'on a, etc. Puis on le sait, l'argent, c'est quand même la base. Là, donc, à quelque part, on est toujours un peu fragile, pas fragile, mais sensible à ça. Donc, comment on peut vérifier ça? Pour se rassurer, pour se rassurer un peu, qu'est-ce qu'on pourrait... Ce serait quoi les indicateurs, maintenant? C'est sûr que c'est complexe comme sujet, comme question, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui... C'est un domaine où il y a beaucoup de recrutement qui se fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'essayent, mais très peu qui réussissent. Mais les bureaux d'assurance, les bureaux de courtage, les compagnies vont recruter énormément. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont passer par là, mais qui ne vont pas nécessairement rester. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. Bon, la première chose, c'est de vérifier si les gens sont inscrits, mais ça veut pas dire qu'ils sont... Oui, c'est ça, ça veut pas dire qu'ils sont bons. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire qu'ils sont bons, comme dans tous les domaines. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Et c'est vraiment au feeling, peut-être demander des références, demander des références des gens autour de vous, voir avec qui ils font affaire. Peut-être, ça c'est très bon de demander des références, mais sinon, c'est aussi de voir avec qui vous êtes à l'aise. Autour aussi, oui, bien, la formation autour, c'est sûr. Moi, c'est quelque chose que les gens me disent souvent quand ils me choisissent dans une liste, là, comme ça. Des fois, ils me choisissent. Puis, je leur demande pourquoi vous m'avez choisi. Ils me disent parce que tu as des diplômes. Tu as des diplômes, puis les autres en ont pas. Donc, ça, c'est vrai que c'est un indicateur parce que c'est tout le bagage qui vient avec, au-delà de la formation de l'AMF. Mais aussi, il faut être confortable avec la personne. Il faut vraiment développer une relation. Il faut que cette personne, elle fait partie de notre vie, là, en quelque sorte. Donc, il faut qu'on développe une relation de confiance, qu'on se sente à l'aise, que ce soit une personne qu'on serait à l'aise d'aller dîner avec, d'aller prendre un verre, puis de partager sa vie. Donc, ça, c'est le ressenti. C'est le ressenti. C'est beaucoup le ressenti. Donc, c'était un petit peu difficile. Est-ce qu'on pourrait dire que le nombre d'années, tu sais, tantôt tu disais en entrée de jeu que... Il y en a beaucoup qui ne durent pas dans le temps. C'est sûr. Ça peut être un facteur aussi. C'est sûr que quelqu'un qui vient de commencer ne va pas avoir les mêmes connaissances que quelqu'un que ça fait plusieurs années qu'il est dans le domaine. Ça, c'est sûr. Ça a duré dans le temps, fait un peu foi aussi de son expérience puis de ses bons conseils. C'est ça, de son expérience puis que c'est une personne qui a réussi dans le domaine parce qu'elle est là depuis plus d'un an ou deux. Parce qu'il y en a beaucoup que après un an, souvent, ils sont plus là. Donc, et même s'ils restent, bien, c'est sûr que les premières années, c'est des années formatrices. Moi, je me rappelle de mes premières années, puis quand je regarde en arrière, je me dis, OK, mon Dieu, c'est pas du tout comme maintenant. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui commence... C'est comme ça dans tous les domaines. Exactement. Oui. Mais aussi, c'est ça, parce qu'effectivement, l'autorité des marchés financiers, si on va vérifier, on peut savoir si la personne, effectivement, elle a le titre. Mais si, par exemple, la personne, elle a comme une fraude ou quelque chose comme ça, est-ce que ça va être indiqué? Oui, ça va être indiqué. Ça va être indiqué s'il y a des mesures disciplinaires contre des personnes ou tout ça. Oui, exactement. Oui. Dans le fond, ça peut... En tout cas, on a quand même une petite balise pour se rassurer. Là, puis après, bien, évidemment, c'est le contact de personne en personne. Exactement. Avant qu'on rentre peut-être trop dans le vif du sujet de comment faire, puis qu'est-ce qui est les bonnes pratiques, en fait. J'aimerais ça que tu nous parles un peu par rapport aux femmes, justement, tu sais, les femmes et l'argent. Oui.
pas les mythes, mais en fait, justement, les statistiques. Il y a certaines statistiques quand on sait que les femmes, bon, de façon générale, ont des salaires moindres, ont moins de revenus, ont moins de... Bon, il y a leur relation aussi avec l'argent. Tu l'observes aussi dans... au-delà des statistiques? Bien, c'est sûr que les statistiques existent, puis c'est à peu près de l'ordre de 30 % que les femmes sont moins riches que les hommes, d'à peu près 30 % là, selon le patrimoine familial et tout ça. Mais oui, effectivement, souvent les femmes, c'est quelque chose... les femmes n'aiment pas les finances. Donc oui, au-delà du fait qu'elles gagnent moins d'argent pour X raisons, comme par exemple l'équité salariale qui s'améliore, mais qui n'est encore pas parfaite, le fait que les femmes travaillent moins d'heures souvent, vont travailler à temps partiel, vont peut-être prendre des postes moins de gestionnaire ou de direction, etc. C'est ça, à cause des enfants et tout ça. Bien sûr, ça a un donc impact. ça, c'est sûr, c'est un impact, mais au-delà de ça, c'est sûr que les femmes n'aiment pas gérer... Les femmes ne s'intéressent pas aux finances. Même dans le couple, on voit souvent que c'est l'homme. Oui, c'est un rôle. On veut pas, il y a des rôles dans des couples, puis les finances, ça fait partie des tâches de l'homme, là, dans la plupart des couples. C'est sûr que ça change de plus en plus, mais traditionnellement, c'est vraiment ça. Puis, c'est ça, les femmes s'intéressent pas trop à l'argent, laissent ça à l'homme, puis veut pas, comme au Québec, il y a une autre... je sais pas si c'est une problématique, mais en tout cas, c'est le fait que les gens se marient pas. On est la province où il y a le plus de couples non mariés. Donc, c'est sûr que les droits... Souvent, les femmes connaissent pas leurs droits et connaissent pas la différence entre être mariée et pas être mariée. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est la même chose, alors que ce n'est pas du tout la même chose. D'autant plus que quand tu fais ton rapport d'impôt, ta déclaration de revenus, devrais-je dire, annuelle, bien, si tu es comme tu as un conjoint de fait, une conjointe de fait, tu dois l'indiquer dans la déclaration de revenus. Alors, ça, c'est... Bien, c'est parce que c'est mélangeant, parce qu'il y a dans certains aspects que c'est la même chose, mais dans d'autres aspects, ce n'est pas la même chose. Exactement. Fait que les gens peuvent croire que j'ai autant de protection que si j'étais mariée. Exactement. Mais c'est pas non, c'est pas le Donc, cas. un des premiers conseils qu'on peut donner déjà aux gens qui ne sont pas mariés, de vraiment se rassurer par rapport à cet aspect financier-là. Ben, c'est ça. C'est si vous n'êtes pas marié, ben, on peut écrire il y a des choses qui peuvent être mises en place. Il peut avoir un contrat. Il peut avoir des contrats, ça prend des testaments. Juste le fait d'avoir un testament, c'est très important. Pour les femmes mariées aussi, mais c'est encore plus important pour les femmes non mariées. Donc, c'est tous des aspects légaux que c'est des choses sur lesquelles je conseille également. C'est pas moi qui fais les testaments, là, c'est un notaire qui fait ça, mais oui, je peux soulever la problématique aux gens que je rencontre. Donc... ça aussi, c'est un autre truc que les gens n'aiment pas faire, les testaments. Oui. Ça, c'est très problématique. Il y a peu de gens qui en ont, d'ailleurs. Statistiquement parlant, je me souviens plus de la statistique, mais la semaine dernière, j'entendais un reportage là-dessus, puis c'est très peu, en fait, au Québec, là, si on parle du Québec. Exactement, et c'est très important d'avoir ça. Donc, c'est ça. Donc là, on parlait, là, je me suis un petit peu égarée. On parlait peut-être un peu des mythes ou, en fait, de la réalité. Les femmes, c'est ça, au niveau, tu mentionnais que les femmes encore aujourd'hui sont 30% moins riches, puis qui s'occupent moins des finances parce qu'ils aiment moins ça. C'est ça. Donc, au fond, la seule chose qu'on peut dire, c'est malheureusement, c'est un fait, mais là, il faut que les femmes se prennent plus en main. Puis, je pense que le fait d'avoir un bon conseiller en sécurité financière, ben ça aide parce que, comme nous, notre rôle, c'est pas juste de vendre un produit, puis c'est tout. Nous, notre rôle, comme moi, ce que j'aime, puis les clients que j'aime le plus, c'est ceux qui vont vraiment comme me faire confiance, puis me laisser vraiment les guider dans tous les aspects de leurs finances, et puis qui vont m'appeler, puis me poser des questions, me demander des conseils, parce que c'est eux qui vont en profiter le plus. Puis il y a une statistique qui dit d'ailleurs que des gens qui ont des conseillers en sécurité financière ou des planificateurs financiers, dans 15 ans, après 15 ans avec un professionnel de ce genre, sont, là, j'ai pas vérifié la statistique, mais je crois qu'ils sont 2,7 fois plus riches, oui. Okay. Donc, il y a plein d'aspects avec lesquels on aide les gens qui font en sorte qu'ils ramassent plus de richesses. Donc, moi, je pourrais suggérer aux femmes, ayez pas peur, puis allez vous trouver quelqu'un, un professionnel qui va vraiment travailler avec vous, vous guider, puis vraiment mettre les choses en place pour vous aider là-dessus. Puis, c'est pas grave, là, si vous y connaissez pas, là, c'est la personne qui est là pour vous aider. On n'a pas besoin d'être riche pour
pour être capable d'aller voir un planificateur ou une personne qui s'occupe de sécurité financière? Il faudrait peut-être faire la distinction entre conseiller et planificateur financier. Bien, planificateur financier, au fond, c'est juste un autre titre qu'on peut aller chercher. Souvent, les planificateurs financiers vont avoir un petit peu plus de connaissances au niveau des légal. Non, pas placement, non. C'est plus au niveau légal, niveau fiscal, mais honnêtement, un planificateur financier, juste ce titre-là, ça ne permet pas non plus... En fait, un planificateur financier, pour offrir les assurances et le placement, doit aussi avoir les autres titres. Le titre de planification financière en tant que tel, ça ne donne pas la possibilité d'offrir des produits. Donc, pour offrir les assurances, il faut avoir le titre de conseiller en sécurité financière. Mais souvent, les gens, ils pensent qu'ils ont besoin absolument d'aller voir un planificateur financier juste pour commencer à faire du placement ou pour planifier leur retraite. C'est pas le cas. Les planificateurs financiers, c'est vraiment juste pour des dossiers très complexes. Donc, la majorité des gens n'ont pas besoin d'un planificateur financier. On fait la même chose, les conseillers en sécurité financière. Moi, je peux faire une analyse à la retraite, c'est juste que je n'ai pas le droit d'appeler ça un plan de retraite parce que je n'ai pas le mot planificateur, mais c'est la même chose. Oui. Donc, on est capable de faire exactement les mêmes affaires. Puis, si on voit que le dossier est très complexe, là, on peut référer à d'autres professionnels. Mais pour la majorité des gens, ils n'ont pas besoin d'aller voir un planificateur. Comme tu offres également des produits en sécurité financière, assurance et autres, j'imagine aussi le fait que tu travailles avec différentes en compagnie d'assurance. Tu as un portrait et une connaissance aussi plus approfondie de ces produits-là, par exemple, comme experte pour proposer justement aux gens la meilleure situation ou le meilleur produit pour la situation, non? Bien, au fond, oui, je travaille avec plusieurs compagnies d'assurance, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas connaître tous les produits. Donc, même ceux qui vous disent qu'ils offrent 90 compagnies d'assurance, là, on s'entend que c'est un bon point, ça. C'est pas, il faut pas... C'est pas vrai. Ben oui, peut-être qu'ils ont accès à toutes ces compagnies, mais est-ce qu'ils vont vendre tous ces produits? Est-ce qu'ils vont connaître tous ces produits? Non. En général, on travaille avec plusieurs compagnies parce que chaque compagnie va avoir ses nuances et il faut quand même les connaître. Mais il y a des compagnies qui ont des produits spécialisés pour des gens plus difficiles à assurer ou quoi que ce soit. Donc ça, ces produits-là, oui, c'est important de les connaître et ça, j'en ai des compagnies comme ça. Mais c'est sûr que souvent, on va pas, on peut pas s'éparpiller parmi... C'est comme les fonds communs, fonds placement. Il y en a, il y en a des milliers. C'est énorme. C'est ça. Puis on essaie vraiment de travailler avec maximum 10 fonds. Parce qu'on a quand même des obligations de connaître nos fonds, connaître notre client, connaître nos fonds. On a des obligations très sévères, donc on ne peut pas non plus s'éparpiller partout, puis c'est pas ça le but. Donc, même si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je vous offre tous les produits sur le marché », il faut quand même faire attention parce que... Là, on a parlé du rôle puis tout ça, puis on a une idée générale, mais disons là que quelqu'un nous écoute en ce moment ou nous regarde puis dise « Ah, je trouve ça intéressant, une personne comme ça serait bon pour moi. » Donc, disons que quelqu'un comme toi, quand tu rencontres, quelqu'un t'appelle, communique avec toi, bon, vous avez une rencontre, tu commences par quoi, là? Tu fais comme un bilan? Oui, c'est ça, exactement. On fait vraiment un bilan. On l'appelle le parcours financier, ça peut être l'analyse des besoins financiers. Donc, c'est vraiment un bilan. Je vais poser plein de questions. Je vais vraiment dresser tout le portrait financier du client, ses revenus, ses dettes, ses avoirs, c'est quoi les produits qu'il a déjà en place, est-ce qu'il a un testament, mandat d'inaptitude, tout ça. Puis après ça, quand je vais avoir fait ça, là, ça va me donner un bon portrait de la situation. Puis là, je vais donner mes conseils. Donc là, je vais dire, bon, voici, toi, dans ta situation, voici les dangers que je vois, voici peut-être les points forts, les lacunes, voici ce qu'on doit améliorer. Puis, c'est sûr, c'est toujours le client qui décide. Il y a toujours un budget à respecter, donc on ne pourra pas nécessairement tout faire, ce que je propose, mais moi, je fais mes propositions. Puis, des fois, on va y aller progressivement, on va mettre certaines choses en place. Selon les objectifs aussi, les priorités du client. Ah oui, bien, c'est ça. Ça, c'est très important, les objectifs, parce que c'est la deuxième page, en fait, de l'analyse, c'est que je demande au client, c'est quoi tes objectifs? Puis ça peut être des objectifs au niveau de la famille, au niveau des finances, toute une panoplie d'objectifs. Donc ça aussi, ça me permet aussi de bien connaître mon client, parce que moi, je dois bien connaître mon client. Parce que des fois, les gens me demandent, mais pourquoi tu poses toutes ces questions? Mais parce que je dois vous connaître avant de faire quoi que ce soit. Mais de proposer une solution qui est adéquate aussi pour cette personne à la personne qui est devant toi. Oui, ça dépend de son âge, est-elle
est-elle mariée, a-t-elle des enfants? Exactement. Elle est rendue où exactement, parce dans que son parcours de vie? Parce que c'est ça, les solutions, c'est vraiment, ça dépend vraiment des gens. Il n'y a pas une solution unique pour tout le monde. Là, c'est vraiment selon leur situation, où ils sont rendus dans leur vie exactement, c'est quoi leur niveau d'endettement, c'est quoi leurs besoins. Il y a plein de points à considérer. Puis, en fait, une chose importante à souligner, c'est que pour bâtir une bonne sécurité financière, c'est un peu comme une pyramide. Une pyramide, là, ça prend une base solide. Si on construit pas une base solide, puis on essaie de construire plus haut, ça fonctionne pas parce que notre pyramide, elle va s'écrouler. Donc, c'est très important. Des fois, les gens, ils viennent me voir puis ils disent, moi, je veux commencer du placement. Puis moi, il faut d'abord que je fasse vraiment leur plan, puis je vais leur poser des questions sur leurs assurances parce que avant de mettre du placement en place, là, il faut vraiment s'assurer qu'ils ont des bonnes protections. Parce que ce que je vois souvent, c'est que les gens sont très mal assurés en assurance invalidité et maladie grave. Ils ont souvent de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est quand même bien intégré là, dans notre culture québécoise. Mais pour ce qui est de l'assurance invalidité et maladie grave, là, c'est vraiment comme un gros manque au niveau des gens. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux? Oui, au fond, une assurance invalidité, c'est vraiment comme la première chose à souscrire, là, si on a un budget, puis il faut qu'on choisisse. C'est quelque chose qui va... En fait, c'est une assurance qui va payer un montant mensuel. Puis le but, c'est vraiment de couvrir nos besoins habituels, de base. Si on tombe en invalidité, on doit quand même continuer à payer le loyer, l'épicerie et tout ça. Donc, c'est nos besoins habituels. Une assurance maladie grave, c'est un montant forfaitaire qu'on prend. Donc, on peut souscrire, je ne sais pas, 25 000, 50 000, 100 000, selon le besoin. Mais si on souscrit un 50 000 d'assurance maladie grave, puis qu'on a un cancer grave avec risque de décès, la compagnie va donner 50 000. Ce 50 000, c'est un payable une fois, puis on peut en faire ce qu'on veut. Donc, si on veut aller se faire opérer au privé, si on veut payer des médicaments, parce que les médicaments pour un cancer sont très chers. Ils ne sont pas tous payés par la RAMQ. Oui, il y a souvent une partie à payer. Il y en a qui ne sont pas payés du tout par la RAMQ si on veut avoir des bons médicaments et pas les génériques. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas payées par la RAMQ que les gens ne réalisent pas. Si on ne veut pas attendre 6 mois au public, on veut se faire opérer au privé, ou tout simplement, si tout va bien, on passe au public, on n'a pas trop de médicaments à payer, mais là, après notre traitement de chimio, on veut prendre des vacances, on veut faire un voyage, on peut s'en servir pour ça aussi. Ou, si on veut, on met ça dans nos placements. En fait, il n'y a pas de compte à rendre. C'est un montant qui est donné et on peut s'en servir pour tous les frais additionnels d'une maladie. Les maladies graves, j'imagine, sont déjà identifiées. Oui, en général, c'est 25 maladies, mais les plus importants, ou on peut en prendre 4. Les plus importantes, c'est le cancer, crise cardiaque, AVC, puis pontage orthocoronarien. Ça, c'est les 4 qui représentent 85 des réclamations. OK. Puis ça, on peut prendre ça à tout âge. Mais j'imagine que tu prends ça à 60 ans, ça te coûte beaucoup plus cher que si tu prends ça à 30 ans. C'est sûr, c'est sûr, oui. Mais en même temps, on a fait l'exercice ensemble cette semaine, là, parce que je t'ai rencontré. Puis, parce que moi, j'ai des assurances à mon travail, donc on l'a invalidité, tout ça. Puis il y a aussi cette assurance-là, mais j'avais pas vérifié, tu sais, à quel point, puis à être sensible à ça aussi. Donc là, on l'a augmenté, là, mais c'était peut-être un point plus faible, là, si je parle dans mon cas, mais je ne savais pas ces détails-là. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, c'est des choses à laquelle on ne s'attarde pas tout le temps. Exactement. Puis le fait d'avoir justement cette bonne assurance-là au travail, bien, ça te rassure. On est tous rassurés par ça, mais c'est important d'aller voir ces détails-là. L'assurance au travail, elle procure un revenu moindre que quand tu travailles, mais ça te permet de, généralement... Pardon, micro. Ça permet généralement de couvrir les frais, peut-être d'hypothèque ou de tout ça, mais quand tu as des dépenses supplémentaires, tu n'as pas l'argent. C'est ça, exactement. Comme moi, je suis à semi-retraite. Oui. Quand tu es semi-retraite ou tu es retraité, C'est une bonne question. Est-ce que c'est-tu pertinent de prendre une assurance maladie grave? Une assurance maladie grave, c'est pas relié à ton revenu. Donc, même si tu travailles pas, tu peux l'avoir. Alors qu'une assurance invalidité, c'est relié à ton revenu. Si tu travailles pas, tu peux pas avoir d'assurance invalidité, mais tu peux avoir une assurance maladie grave. Donc, donc ça peut être pertinent selon la situation. Ben, c'est ça. Donc, c'est 2 produits complémentaires, mais c'est sûr que le premier à avoir, c'est toujours l'assurance invalidité parce que ça va couvrir tout
tout, alors que l'assurance maladie grave, ben, ça couvre des maladies graves. Puis c'est une fois aussi, c'est un montant fixe. Ça ne se renouvelle pas tous les ans, c'est pour une période. Est-ce que la personne peut décider du montant? Là, tu parlais de 50 000 mais quelqu'un pourrait souscrire pour 75 100 000? Oui. Alors, ça, le montant, c'est quelque chose qu'on discute, puis on... Ça va coûter plus cher de mensualité. C'est ça, on souscrit, mais oui, exactement, c'est vraiment selon le besoin, parce que l'assurance invalidité, effectivement, elle est reliée vraiment au revenu. Donc, il faut voir c'est quoi le revenu, mais l'assurance maladie grave, c'est indépendant du revenu de la personne. Oui, exactement. Donc, ça, c'est la première chose que tu recommandes. Tu vérifies. C'est juste parce que si on n'a pas d'assurance en place, puis souvent, si je travaille avec des personnes qui sont des travailleurs autonomes ou quoi que ce soit, des fois, ils n'ont même pas d'assurance invalidité. Là, puis ils n'ont même pas, comme c'est des travailleurs autonomes, ils n'ont même pas le droit à l'assurance emploi du gouvernement. Donc, ils n'ont rien. Eux, c'est encore plus important. C'est encore pire. Oui, c'est ça, c'est encore plus important. Donc, au fond, oui, c'est les premières choses à mettre en place parce que si tu fais juste du placement, puis si tu n'as pas d'assurance invalidité, ton placement, il va vite être liquidé. Très vite, être liquidé en cas d'une invalidité. Donc, c'est ça que je dois faire comprendre aux gens parce que des fois, c'est ça. Des fois, j'ai des gens qui vont m'arriver avec eux, ils veulent faire quelque chose, mais moi, quand j'analyse la situation, je leur fais voir que finalement, il faudrait qu'ils fassent peut-être autre chose avant, parce que c'est comme je dis, c'est comme une pyramide, c'est comme une maison. Si on construit pas bien, comme si on met pas la fondation comme il faut, bien, tous les autres étages qu'on construit, ils vont s'écrouler. Donc, c'est important de bien, vraiment, de faire une bonne fondation initialement. Oui. Bien, c'est bien de le dire parce que je pense pas que les gens ont ça comme réflexe premier. Là, mais c'est ça, juste en passant, les travailleurs autonomes peuvent avoir l'assurance-emploi, mais c'est à certaines conditions, c'est un petit peu plus. Puis il y en a beaucoup qui ne le savent pas, puis il y en a beaucoup qui ne l'apprennent pas. Mais l'assurance-emploi du gouvernement, sans rentrer trop dans les détails, c'est pas l'idéal pour les travailleurs autonomes. Tout à fait. Ils sont mieux de prendre une assurance invalidité avec une compagnie d'assurance, c'est vraiment mieux. Mais il y en a beaucoup qui ont juste rien. Il y en a beaucoup qui ont juste rien. Oui, ça, c'est ça qui est quand même très dangereux parce que veut pas les maladies, il y en a beaucoup. Les cancers, là, c'est... on dit qu'une personne sur deux a un cancer dans sa vie, donc ça peut être intéressant. Ça met vraiment juste une année en invalidité. Là, il y a eu des calculs qui ont été faits là-dessus, mais une année en invalidité peut vraiment retarder beaucoup la retraite ou rendre la retraite plus difficile, beaucoup, c'est ça, exactement. Les projets de voyage, on peut oublier ça. C'est ça, exactement. Juste une année d'invalidité, donc c'est très important de... Donc, une fois que, au niveau des assurances, assurance vie, invalidité ou maladie grave, après, qu'est-ce que tu regardes? Le testament, le mandat d'inaptitude? Bien, c'est sûr que le testament, le mandat d'inaptitude, j'en parle toujours. C'est sûr que c'est pas moi qui fais ça, mais je dis aux gens l'importance de le faire. J'explique. Pour moi, c'est très important de faire comme un peu d'éducation quand je rencontre des clients. Je trouve ça important que si un client ressort de notre rencontre un petit peu plus connaissant et outillé, bien, moi, je trouve que j'ai quand même fait mon travail. Donc, je vais beaucoup parler justement des aspects légaux, puis quand je rencontre des gens qui sont pas mariés, qui, le plus souvent, là, les gens ne sont pas mariés, là, je vais leur expliquer, là, c'est ce que tu comprends, qu'est-ce qui se passe, parce que là, toi, disons que parce que ça, c'est une situation qui arrive beaucoup, d'ailleurs, c'est que c'est l'homme qui a la maison, c'est l'homme qui paie la maison, puis la femme, elle paie l'épicerie. Mais là, je lui dis, mais c'est parce que la maison, c'est un bien immobilier qui prend de la valeur. C'est comme, ça. Et toi, l'épicerie, c'est une dépense. C'est une dépense. Alors là, si vous séparez, lui, il a sa maison, puis toi, t'as rien. Mais ça, c'est comme tellement courant de voir ça. Je trouve ça vraiment inquiétant. Donc, honnêtement, ça, c'est comme quelque chose que j'essaie à réfléchir, d'un petit peu donner une certaine éducation aux femmes pour ne pas faire cette erreur. C'est très fréquent parce qu'avec les couples reconstitués, tu restes 4-5 ans. C'est tellement fréquent. Mais je dirais que c'est moins... Ça commence... Les jeunes sont un petit peu plus à l'affût de ces choses-là, mais si on regarde des femmes qui sont un petit peu plus dans la quarantaine, cinquantaine, ben c'est comme des anciennes un peu... habitudes, c'est des anciennes de trouver habitudes. Une façon à ce moment-là, parce que, mettons, tu es justement avec un conjoint qui a déjà une maison. Tu ne vas pas acheter nécessairement la moitié de sa maison, mais tu peux peut-être... Oui, ça peut pourrait être ça, il y a des gens qui font ça. Je fais des placements plutôt que puis on sépare de façon égale l'épicerie, par exemple. C'est ça. Il y a des façons de faire, mais il faut juste en discuter et tout ça. Mais je dirais que quand même, ça s'améliore. Là. Mais c'est quand même quelque chose qui existe, puis il faut que les femmes soient conscientes
qu'il faut faire attention. Là, il faut quand même se protéger. Il faut se protéger là-dedans. Là, parce que veut pas, les séparations, c'est 50% des couples qui se séparent. Donc, quand ça va bien, mais quand ça va mal, ça peut aller... C'est pas là que c'est le temps de négocier. Non, ça peut aller négocier quand ça va bien. Ça peut aller ça, c'est clair. C'est pas ça, les contrats de mariage. Mais là, il y en a moins que un sur deux qui se marient, mais c'est ça. Puis l'autre étape, après les pyramides, tu sais, la pyramide, c'est ça. Donc, les besoins de sécurité, de s'assurer qu'on a une bonne base. C'est ça. Une fois que la base est établie, là, on peut faire du placement. Donc là, c'est de décider, c'est quoi les placements les plus appropriés dans ta situation. Donc, est-ce que c'est les REER? Est-ce que c'est les CELI? Il y a le CELIAP aussi. Bon, pour les enfants, il y a les régimes épargnitude. Donc, c'est tout ça. Là, c'est vraiment de trouver le mix parfait de tout ça. Les régimes épargnitude, c'est quand même bien établi au Québec. Je veux dire, je pense que les gens sont quand même très conscients de ça. Mais bon, des fois, ce que je vois, c'est que les gens comprennent mal le plan. Donc, ils vont juste en mettre un petit peu. Puis là, j'essaie de leur expliquer que c'est à leur avantage d'en mettre le plus possible. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment maximiser les subventions du gouvernement parce que le capital, il revient aux parents. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que le capital qu'ils mettent là-dedans, ça va aller aux enfants. Donc, souvent, quand je leur explique ça, là, ils vont en mettre plus. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça. Donc, les placements, c'est vraiment comme... Moi, je peux témoigner. Ma fille, elle était au berceau. Là. Je me souviens, j'étais à l'hôpital. Il avait donné un paquet de dépliants sur plein de choses. Puis là, on voit ça. OK. Et on n'a tellement pas regretté parce qu'on a commencé, elle avait 1 mois, 2 mois. Puis on a payé toutes ses études avec ça. Là, on est arrivé. Puis là, avec le gouvernement, la subvention du gouvernement, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment avantageux. Là. Oui, ça c'est quand même un produit que souvent les gens, ils vont toujours le souscrire, mais souvent, ils n'en mettent pas beaucoup, ils ne mettent pas assez. Donc, moi, j'essaie toujours de les encourager d'en mettre plus. Puis il y a des stratégies qu'on peut faire, d'aller emprunter sur les montants qui ont déjà été mis pour augmenter justement, pour aller chercher les subventions. Puis il y a différentes stratégies qui peuvent être faites. Donc, au niveau des placements, on a comme les placements qui existent. Puis c'est vraiment de voir comment on peut maximiser tout ça pour aller chercher le plus de richesse en bout de ligne. Puis il y a des gens qui vont avoir qui ont entendu des choses parce que, je sais pas, leur grand-père leur a dit que les REER, c'est pas bon. Là, ils vont me dire, mais là, moi, je veux pas de REER, je veux juste un CELI, les REER, c'est pas bon. Mais là, il faut regarder dans votre situation. Chaque situation est différente. Il y a pour des gens, effectivement, que les REER, c'est pas bon parce qu'ils vont avoir les mêmes revenus à la retraite que pendant leur vie active. Mais il y a des gens pour qui les REER, c'est excellent parce que leurs revenus à la retraite vont être beaucoup moins élevés que... Donc, il faut... Chaque situation, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Puis surtout, écoutez pas votre voisin ou votre grand-père ou quoi que ce soit parce que sa situation peut être complètement... C'est ça. C'est tellement spécifique. Puis, est-ce que les gens, maintenant, sont très au fait de c'est quoi un CELI, c'est quoi un CELIAP, c'est quoi un REER? Est-ce qu'il y a encore... il y a encore beaucoup de questions. Il y a encore beaucoup de questions. Il y en a que oui, qui sont à l'affût, mais il y en a qui vont me demander vraiment de leur expliquer c'est quoi la différence. Il y en a qui se mélangent beaucoup, comme il y en a qui me demandent, chaque année, j'en ai qui m'écrivent ou qui m'appellent, là, j'ai pas eu mon reçu pour le CELI. Alors là, je leur explique, il n'y a pas de reçu pour le CELI parce que c'est pas déductible d'impôt. Les gens sont mélangés. En fait, moi, ce que je dis toujours, que la façon la plus simple, c'est que je leur dis, écoutez, tout ce qui est déductible est imposable. Puis tout ce qui est tout ce qui n'est pas imposable n'est pas déductible. Comme votre CELI, c'est pas imposable. Tous les rendements de votre CELI, vous n'allez jamais payer de l'impôt là-dessus. Donc, c'est pas déductible. Parce que si c'était déductible, ça serait imposable. Comme un REER, c'est déductible, mais c'est imposable quand vous retirez. Mais les gens sont très mélangés avec ça. Ils sont très mélangés. Donc, ça, c'est comme aussi l'éducation, en fait, que c'est mon travail. Puis au niveau du placement, d'ailleurs, je fais énormément d'éducation. Puis ça, c'est important aussi quand vous choisissez quelqu'un qui s'occupe de vos placements, c'est est-ce qu'il va vraiment vous expliquer, puis... Parce que moi, j'ai comme beaucoup de gens qui viennent à moi en me disant « je veux pas prendre de risque. Là, moi, je veux pas prendre de risque, je veux que ça soit sécuritaire. » Puis là, je leur dis « Mais est-ce que vous voulez faire du rendement? » « Ah oui, je veux faire du rendement. » Alors là, je leur explique « Mais là, vous pouvez pas faire de rendement si vous prenez pas de risque. Le rendement sans risque, ça existe pas. OK? Ça existe pas. Vous voulez faire du rendement, il faut prendre du risque. Mais là, je leur explique c'est quoi l'inflation, pourquoi c'est important de prendre un petit peu de risque. Parce que si on n'en prend pas, notre argent, on a l'impression de pas perdre de l'argent. Mais en
réalité... Comme l'argent dévalue, puis il y a de l'inflation. Notre pouvoir d'achat, leur pouvoir d'achat est diminué. Donc, ils en perdent. Donc, moi, je fais énormément d'éducation sur le placement. Et d'ailleurs, comme là, en ce moment, on est dans une petite phase difficile du marché, les marchés sont en baisse, j'ai presque pas d'appels. Presque pas. Alors que d'autres conseillers, ça a l'air que c'est l'enfer. Moi, j'en ai eu quelques-uns, mais des vraiment... gens inquiets, là, mais c'est minime. Qui veulent retirer leur argent, puis c'est pas le temps. Qui sont un peu inquiets, c'est ça. J'ai personne qui voulait rien retirer pour l'instant, mais le fait est que j'ai pas beaucoup d'appels parce que mes clients, je les prépare tellement bien, puis je leur dis, là, il va y avoir des années négatives. Il va en avoir 1 sur 5. Donc, si on est ensemble pendant 15 ans, ben il va en avoir au moins 3. Donc, ils le savent. Alors, comme quand ça arrive, ils sont prêts, ils paniquent pas trop. Donc, ça, c'est important aussi. Il faut faire de l'éducation. Moi, sur le placement, expliquer aux gens comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe sur les marchés. C'est important donc moi je pense que mon rôle, j'ai comme un rôle j'ai un rôle éducatif aussi à jouer là auprès de mes clients. Puis les placements, bien, c'est sûr qu'il y a toute la notion dans le temps. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi les objectifs de départ qu'on s'est donné? Est-ce que c'est un placement pour 5 ans, pour 10 ans, pour 30 ans, pour la retraite? C'est très différent. Oui. Et d'ailleurs, mais quand on fait un placement, on établit toujours le profil du client. Et dans le profil, c'est sûr que la longévité, en fait, pas la longévité, mais l'horizon de placement qu'on appelle, elle est prise en ligne de compte. Puis d'ailleurs, je ne prends pas de placement à court terme. Ça, des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais moi, j'en fais pas de placement à court terme parce qu'à court terme, c'est très dangereux. Court terme, ça veut dire moins d'1 an ou... même moins de 3 ans. Moins de 3 ans? Oui. Parce que si tu as un projet à court terme, c'est mieux que tu gardes ton argent vraiment sécuritaire. OK, tu parles au niveau des fonds. Oui, tu prends c'est ça, il faut distinguer parce que dans les placements, il y a des placements garantis, des poids à terme, c'est ça. Placement, là, c'est correct. Oui. Mais toi, c'est plus les fonds, effectivement. C'est ça. Un argent à court terme, c'est ça. Parce que s'il y a un changement majeur dans le marché à la baisse... C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Moi, des fois, les gens sont déçus, mais moi, je leur explique que non, tu as un projet, tu veux t'acheter une maison dans 1 an et demi, bien, garde ton argent bien en sécurité. C'est ça. Moi, c'est vraiment du placement moyen-long terme. Puis à ce moment-là, ben oui, il y a 1 année sur 5 qui pourrait être négative, mais si on regarde 5 ans, c'est sûr qu'en 5 ans, tu vas faire plus de rendement dans des fonds que dans un certificat de placement garanti. Alors, c'est pour ça que moi, c'est vraiment les placements à moyen-long terme là, que... Quelqu'un qui vient te voir ou qui vient voir quelqu'un comme toi, puis que justement n'a pas épargné. La personne a 40-50 ans, elle a très peu épargné pour différentes raisons. Donc, qui connaît peu ça aussi, qui peut être aussi insécure. Est-ce que tu vas l'inciter? Est-ce que tu vas l'amener, la conseiller vers des fonds ou tu vas dire, plus qu'elle commence, on va aller dans quelque chose, dans des placements plus sécuritaires ou des fonds, genre d'obligations, des fonds plus sécuritaire, même si l'argent n'est pas garanti, le capital n'est pas garanti? Bien, c'est sûr qu'on va y aller selon le profil du client, mais moi, comme j'ai dit, je vais expliquer à la cliente c'est quoi l'inflation, puis pourquoi, si elle va dans des choses sécuritaires, elle va perdre de l'argent ou pas en faire du tout. Donc, c'est sûr que moi, j'explique toujours aux clients, bien, c'est parce que toi, tu as travaillé fort pour ton argent, puis il faut que ton argent travaille pour toi. Parce que si ton argent ne travaille pas, malheureusement, tu ne vas pas... on va pas avancer. Quelqu'un qui veut être absolument très sécuritaire, ben, je lui dirais d'aller à la banque. Ou j'ai aussi, par exemple, Placement Québec, que ça, c'est vraiment comme des placements genre de banque, des certificats de placement garanti, tout ça. Donc, j'ai ça. Mais c'est sûr que moi, c'est pas ce que je préconise. Moi, c'est vraiment des fonds. Puis, il faut que la personne soit ouverte à ça parce que sinon, c'est pas du placement, en fait. Le placement, c'est ça. Du placement, c'est des fonds. Juste accumuler de l'argent dans un compte de banque ou mettre ça dans des CPG, j'appelle pas ça faire du placement. C'est faire des économies. Ça, c'est différent. Mais faire du placement, c'est vraiment... Il faut que ça produise. Il faut que ça produise. Ou en faire du placement de l'investissement dans le fond. Le CPG, tu parles de certificat de placement garanti. Oui, exactement. Les certificats de placement garanti, pour moi, c'est pas de l'investissement.
On parlait de la pyramide, on a laissé pyramide alimentaire, parce qu'il y a des pyramides dans tout. Il y a la pyramide des besoins, selon Maslow, la pyramide alimentaire, la pyramide, des besoins financiers. On a parlé d'assurance. Oui. On a parlé après testament, certificat d'inaptitude, tout ça. Les placements. Oui. Y a-t-il autre chose? On est pas mal au bout de la pyramide. On est pas mal au bout. C'est sûr que c'est parce qu'on a beaucoup d'argent. On est rendu au bout. On a beaucoup d'argent. Mais c'est qu'au bout, ils mettent des choses comme peut-être des placements plus poussés pour des gens qui sont très fortunés. Okay. On peut aussi faire des stratégies. En fait, ça, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on peut, pour des gens qui sont fortunés, on peut faire des stratégies intéressantes avec des produits d'assurance. Que ça, c'est vraiment pour des gens, par exemple, qui ont tout rempli leur REER et leur CELI, puis ils ont beaucoup d'argent non enregistré, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas à l'abri de l'impôt. Qui n'est pas à l'abri de l'impôt. On peut faire des stratégies vraiment intéressantes avec des assurances vie participatives. Pour les professionnels aussi, on peut faire des stratégies de ce genre-là. On a aussi des stratégies qu'on peut faire avec l'assurance maladie grave en propriété partagée. Ça, c'est pour des gens qui ont des entreprises. Donc, on peut faire toutes sortes d'affaires pour des gens qui sont plus fortunés. Oui. J'imagine aussi dans la cinquantaine, soixantaine, ça arrive que les gens vont vendre une maison, par exemple, pour aller habiter dans une maison ou une résidence plus petite. À ce moment-là, il y a comme des sous qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, exactement. J'imagine c'est important peut-être de le planifier puis de voir justement à être conseillé pour savoir quelle est la meilleure stratégie, en fait. Exactement. On ne met pas notre, je sais pas, 500 000 dans notre compte d'épargne. Oui. Bien, il y en a qui le font. Oui, OK. Oui. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Oui, bien, j'imagine. Parce qu'on peut vraiment faire travailler l'argent, je pense. Quand on a exactement. Ça, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui vous conseille, parce que c'est sûr que si on se présente à la banque puis on dit, moi, je veux que ça soit sécuritaire, ils vont nous proposer un certificat de placement garanti. OK, oui, c'est sécuritaire. Ils vont pas essayer de nous expliquer que c'est pas une bonne affaire. Ils vont dire, parfait, c'est ça qu'on va faire. Mais moi, c'est pas ça. Moi, mon travail, je dis souvent ça aux clients. Moi, je suis pas une preneuse de commandes. Si vous venez me voir, là, vous me dites, je veux ça, je veux pas nécessairement faire ce que vous voulez. Moi, je vais faire une analyse, puis je vais vous dire, c'est ce que vous avez besoin, c'est ça. Si vous voulez toujours faire ce que vous voulez, puis c'est correct. C'est correct, vous n'avez pas besoin de moi. Mais c'est ça. Vous pouvez aller, c'est ça. Mais moi, je suis pas une preneuse de commande, donc moi, je dois... C'est moi qui va analyser, c'est moi qui va vous conseiller, puis après ça, c'est sûr qu'on va y aller de l'avant si vous êtes d'accord. Mais il y a une grosse partie d'éducation, d'explication, d'analyse à faire là-dedans. À 45-50 ans, quelqu'un arrive, 45-50 ans, puis qui n'a pas vraiment épargné pour sa retraite, puis là, il réalise, la personne réalise, la retraite, c'est, exemple, dans une quinzaine d'années. Oui. Bien, c'est sûr qu'on commence avec ces gens-là. C'est sûr qu'à ce moment-là, on détermine c'est quoi leur budget pour épargner. Puis, on peut faire un calcul à avoir, regardez, là, avec ce montant-là, voici ce que ça va vous donner. Puis, souvent, ce qui va arriver, c'est que souvent, ces gens-là, ils n'ont pas vraiment économisé, mais ils ont une maison qui est toute payée, puis qui a pris de la valeur. Donc, souvent, on va inclure la maison dans l'analyse à la retraite parce que la maison, elle peut servir. Là, on peut la réhypothéquer. C'est ça, on peut la réhypothéquer, puis on peut on peut se faire une marge de crédit, puis on peut utiliser cette marge-là pour supplémenter la retraite. Puis il va y avoir beaucoup de gens qui vont devoir faire ça parce qu'il y a beaucoup de gens c'était un peu aussi une mentalité qui existait dans le temps, qu'on veut payer notre maison le plus vite possible. On veut la payer, mais on fait aucune économie. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. C'est pas nécessairement une bonne stratégie. Non, c'est pas une bonne stratégie. Là, c'est pas une stratégie que je recommande du tout. Il faut absolument mettre de l'argent de côté le plus rapidement possible, le plus jeune possible, et payer la maison d'une façon... comme c'est un loyer. Équilibré, comme c'est un loyer, en fait. C'est ça, exactement. Tu le prends, tu dis, quand tu as un loyer, tu n'as pas le choix. Fait que cet argent-là, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est... ça persiste. Ah oui? Mais beaucoup des couples plus âgés, âgés de cinquantaine, soixantaine. C'est très jeune encore, ça. Oui, c'est très jeune, c'est très jeune. Oui, non, c'est ça. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Quel âge t'as dit, âgé? Non, mais j'arrêterais pas Carole, là. C'est pas âgé. Cinquantaine, c'est pas âgé. Moi aussi, je suis dans la cinquantaine. Je me considère pas âgée. Non. Non, mais je veux dire des couples. Il y a beaucoup de couples. Qui sont dans cette étape on va juste dire beaucoup de couples. Oui, c'est ça. Qui
que leur maison est payée. Puis ce qui est bien, par contre, c'est que les maisons ont pris beaucoup de valeur. Ouais. Donc, ça, c'est une bonne affaire. Donc, leur maison qu'ils ont peut-être payée, je ne sais pas moi, 100 000, elle peut en valoir 600, 700 000. Donc, ça, c'est fantastique parce qu'ils ont toute cette équité-là tout à coup, puis il va falloir qu'ils s'en servent. Puis c'est ça, c'est juste aussi de les... J'imagine qu'il y a plein de gens qui s'en servent pas, là. Bien, il y a un petit blocage psychologique, là, parce que là, eux, ils veulent laisser ça en héritage et tout ça, mais là, il faut leur expliquer que ben, ça dépend. Je veux dire, s'ils veulent rien faire à leur retraite, ils peuvent faire ça, mais s'ils veulent avoir une belle retraite, voyager un peu, ben, il va falloir qu'ils se servent de leur maison. Mais tout ça pour dire que même si on commence à mettre de l'argent de côté à 45, 50 ans, bon, c'est sûr que c'est pas... on peut pas rattraper nécessairement ce qu'on a, les années... Ce qu'on a pas fait pendant 30 ans. Parce que le facteur le plus important, en fait, dans l'épargne, c'est le temps. Il y en a qui pensent que c'est le rendement, il y en a qui pensent que c'est les frais. Le temps, c'est de l'argent, Carole, tu l'as dit. Le temps, c'est le facteur le plus important. Donc, plus on commence jeune, puis mieux c'est. Mais on peut quand même faire quelque chose, bâtir quelque chose, et avec l'équité de la maison, ben ça fait en sorte qu'on est quand même capable d'arriver avec quelque chose qui peut avoir de l'allure. Mais des fois, c'est sûr que des fois, il faut modérer les attentes. Des fois, les gens, ils pensent qu'ils vont prendre une retraite avec 100 000 $. Là, il faut... Moi, je leur explique, ben oui, vous pourrez prendre votre retraite, mais vous n'allez pas voyager, vous allez rester ici, puis... C'est la différence entre être capable de vivre comme sainement et d'avoir une liberté financière. C'est ça, exactement. Je ne sais pas si tu sais, mais ce matin, je lisais dans un article, puis il disait que les Québécois... considéraient qu'ils avaient besoin, là, si je ne me trompe pas, de 675 000 oui, c'est ça, 675 000 pour être indépendant financièrement, puis que les Canadiens, c'était 850 000 qu'ils estimaient. Est-ce que, combien à peu près ça prend? À quel âge, ça? Parce que là, ça dépend combien d'années qu'il te reste à vivre. Non, mais à la retraite, oui, mais ça... À la retraite, oui, à la retraite. Bien, ça, c'est pas beaucoup d'argent. Non, ça dépend quel genre de retraite on veut avoir. Ça dépend qu'on a un fonds de pension aussi. Oui, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Mais moi, il y a eu des calculs qui ont été faits, ça fait plusieurs années, puis ça prenait 1,5 million à 65 ans pour avoir une retraite à 50 000 par année. Donc, 650 000... Mais ça m'apparaissait très peu, moi. Oui, c'est pas parler beaucoup. d'indépendance financière, là. Oui. Mais 1,5 million il y a 5 ans, imagine aujourd'hui. C'est affolant. Bien, ça dépend parce qu'on vit longtemps. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On vit longtemps. Parce que 50 000 par année, c'est pas les énorme. femmes, ils vivent encore plus longtemps. Oui. Donc, puis les nouvelles générations... plus longtemps. C'est ça, les nouvelles générations vont vivre encore plus longtemps. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec la retraite. La retraite, est-ce que ça va pouvoir continuer à être à 65 ans? On le sait Même pas. le régime de retraite, c'est ça, il est différent aussi dans les provinces. À quel âge, je disais, il faut commencer le plus tôt possible parce que dès qu'on gagne des revenus, même à temps partiel aux études, on devrait déjà placer de l'argent. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on devrait, dans un monde idéal, dans la vingtaine, on devrait commencer. Puis jeune vingtaine, est-ce que c'est mieux, de façon générale, placer dans un REER ou dans un CELI? Ça, c'est vraiment du cas par cas. Okay. Parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Oui, ça dépend. Il y en a qui vont prendre aussi maintenant avec le CELIAP. Ça dépend. Même à cet âge-là, c'est du cas par cas? Oui, c'est du cas par cas parce que ça dépend c'est quoi leur situation. S'ils ne gagnent pas beaucoup, je dirais à ce moment-là, on ne met pas dans le REER, on attend, on accumule dans le CELI, puis quand tu vas commencer à avoir un gros salaire, tu vas le placer dans ton REER. S'ils gagnent déjà un gros salaire, ben oui, go. Ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. OK. Oui. OK. T'en as parlé un petit peu tantôt, je ne sais pas si on a fait, mais c'est quoi les erreurs ou les faux pas à éviter? Est-ce qu'il y avait autre chose? Bien, là, on a parlé de tous les aspects légaux pour les femmes, de faire attention, de se protéger, de ne pas laisser ça justement à quelqu'un d'autre. Que ce soit un homme ou une femme. C'est ça, de ne pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Parce que, je veux dire, moi, je connais je connais des cas où, justement, des fois, les femmes font confiance à leur conjoint puis se retrouvent sans rien. Et lui non plus, d'ailleurs, parce que, justement, il a mal géré l'argent. Donc, vraiment, de s'intéresser à ça, même si c'est pas agréable, même si on n'aime pas ça, ben c'est de s'intéresser puis de se trouver
un bon conseiller, là, avec qui on va être à l'aise, puis avec qui on va pouvoir parler de ça. Et même si on a un conseiller aussi, là, il faut suivre nos choses, là, parce qu'on est responsable. Là, des fois, il y en a qui disent « Ah, j'aime pas ça. Ah, je mets ça dans les mains de mon comptable ou de mon conseiller financier, puis je regarde pas, j'y fais confiance. » Mais à un moment donné, c'est quand même ton argent. C'est important de savoir comment ça se passe. Oui, puis c'est sûr qu'on peut aussi aller chercher, il y a plein de livres écrits sur le sujet, il y a plein d'articles, on peut se renseigner, on peut s'informer, s'éduquer soi-même. C'est surprenant que j'ai pas lu de livres sur ça, moi. Je lis plein de livres, je suis curieuse. Mais peut-être parce que... Il y a peut-être une raison, mais c'est ça, les gens ne s'intéressent pas à ça. Les livres, on veut lire des livres qui nous intéressent. Oui, c'est ça. Mais peut-être justement de commencer par rencontrer, parler avec quelqu'un qui peut nous aider justement au moins une fois par année ou 5 ans. On peut-tu commencer à voir c'est quoi les premières stratégies, mettons en début de carrière, par exemple, dans la vingtaine, dans la trentaine, ne serait-ce que de faire cet exercice-là. Oui, c'est sûr. Puis de dire, OK, au moins, j'ai certains alignements. Ça ne devient pas nécessairement une passion, là, on s'entend. Mais comme on dit, il faut s'occuper de ses affaires. Puis une stratégie financière, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le ciment. Oui, ça peut évoluer. Ça évolue. Oui, ça évolue. Selon nous, puis même c'est recommandé par l'AMF de faire une mise à jour au moins aux 2-3 ans. Puis si on a des événements importants dans la vie comme achat de maison, mariage, naissance, ou mariage ou se mettre en couple, naissance d'enfants, divorce, des événements importants dans notre vie, il faudrait à ce moment-là revoir son conseiller en sécurité financière, mais sinon, aux 2-3 ans, c'est bon de faire une mise à jour. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont prendre des produits. Bien, c'est sûr que mes clients de placement, ça j'ai des communications régulières avec eux, ça, c'est correct. Mais encore là, il y en a souvent qu'on essaie de voir pour mettre à jour leur profil, parce qu'on doit mettre à jour le profil aux 3 ans, puis c'est difficile de les avoir, mais en général, c'est quand même des gens qu'on voit plus souvent. Mais les gens en assurance, c'est eux qu'on a le plus de misère à voir, puis des fois, ils ne retournent pas, nous appellent. On essaie de les voir pour faire une mise à jour, pour savoir si il y a des choses qui ont changé. La personne elle a une maladie grave, elle tombe malade, il y a une situation, fait que faut revoir. C'est ça, il faut revoir. Puis les gens, c'est souvent les clients qui nous répondent pas, parce que nous, on essaye de les revoir. C'est pour leur avantage. C'est ça. Qu'ils comprennent. Donc, c'est vraiment, c'est pas statique. Faut pas qu'il y ait peur de ça. C'est ça, c'est pas statique. Puis quand on prend des produits d'assurance, on pense que, OK, on prend une assurance, puis c'est fini pour la vie, là, on garde ça. Non, il y a des changements à apporter. Ça bouge, donc c'est important de... Mais surtout en vieillissant aussi, il faut travailler en partenariat, en fait, avec son conseiller en sécurité financière. Là. Il faut que ça devienne comme vraiment un partenariat, et c'est là que c'est le plus efficace. OK. Amen. C'est une dernière question. On a une autre question. Dernière. Tu me permets? Bien, vite. La question qui tue. Si tu n'avais qu'un conseil à donner aux gens pour justement soit continuer ou établir une bonne gestion financière, ce serait lequel? Oh mon Dieu, ben je pense que le meilleur conseil, c'est... commencez dès aujourd'hui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, attendez pas, puis conseillez dès aujourd'hui. Puis si vous avez personne, ben moi, ça me ferait plaisir de vous aider. Puis si c'est pas moi, ben demandez dans votre entourage qui les gens vous recommandent, puis prenez un rendez-vous, puis lancez-vous. Possible. C'est de très bons conseils, vraiment. C'est très instructif. Merci beaucoup, Maya. Vraiment, c'était très intéressant. Ben oui, ça m'a fait plaisir d'être ici. Je trouve que on a eu une super belle discussion. Tu sembles passionnée parce que tu fais. Oui, j'aime vraiment ça. Ça, c'est important aussi. On le sent. J'adore ça. Alors, enfin, nous espérons que ce balado vous a plu. Hein? C'est un beau balado très instructif et j'espère que vous l'avez écouté jusqu'au bout parce qu'on a parlé de finances et puis voilà. Donc, en terminant, on vous invite à communiquer si vous le voulez bien avec vos commentaires, suggestions sont toujours bienvenues à notre adresse courriel info-des-femmes-comme-vous.ca et vous pouvez visiter également, on vous invite chaleureusement à visiter notre page Facebook Des femmes comme vous. Et merci à notre technicien, Martin Dubé, toujours là avec le sourire. Aujourd'hui, il chantait même. Très belle voix d'ailleurs. Également, oui, c'est un musicien, c'est lui qui a fait notre jingle. Il y a tout, cet homme. Il y a un homme orchestre, comme on dit. Et également, merci aussi
aussi aux radieuses, à Les Radieuses Magazine, ainsi qu'à l'équipe, toujours là avec nous et de bonne humeur. L'équipe Nous TV. C'est ça, oui. Et pour leur précieuse collaboration et la réalisation et la diffusion de ce balado à la télévision. Donc, on est bien contents, puis ça nous permet également de le diffuser sur différentes plateformes. Vous pouvez donc nous voir et nous écouter, justement. Et nous revoir. Et nous revoir. Et nous partager. Dans toutes vos activités. Donc, et bien sûr, on est disponible également sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Podcast Addict et Amazon Music. Pour la version vidéo, bien sûr, il y a Les Radieux sur YouTube. Et bien, c'est sûr, bien entendu, en écoutant Nous TV, Magog. Et sur le site Internet, des femmes comme vous. Partout. On ne sait plus où le dire. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de raison de ne pas nous écouter. Il n'y a pas de raison, voilà. En tout temps. Donc, et on vous dit à la prochaine.